Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Plus de 11% d'augmentation sur un an. Les prix de l'alimentation demeurent très élevés en cette rentrée alors que de nombreux Français reprennent l'école, le travail, font face à une baisse donc mécanique de leur pouvoir d'achat. Cette envolée des prix est-elle irréversible? Comment y répondent les distributeurs? Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. Vous êtes présidente de Système U. On va donc parler de cette hausse des produits alimentaires pour tous et aussi et surtout, elle pèse plus encore sur les plus démunis et c'est la raison pour laquelle hier les Restos du Cœur ont été largement évoqués comme une association qui nécessitait aujourd'hui plus d'aide. Justement, vous les distributeurs, aidez-vous les Restos du Cœur? On a une longue tradition d'aide de toutes les associations d'aide alimentaire. Bien sûr les Restos du Cœur, mais chez Système U aussi beaucoup les banques alimentaires. Comment on le fait? De différentes façons. La plus connue du grand public, c'est les fameuses collectes. Ce sont les fameuses collectes dans les magasins où chacun peut donner un produit. Pour les Restos du Cœur, ça a lieu au printemps. Pour les banques alimentaires, ça a lieu en novembre. La prochaine date, c'est novembre. Première façon d'aider. Deuxième façon, nous, on a une convention particulière avec les banques alimentaires chez Système U. Chacun de nos entrepôts donne un certain nombre de produits qui arrivent souvent à date, pour éviter le gaspillage tout simplement. Et régulièrement, bien sûr, on fait des dons complémentaires. Et oui, parce que justement, je songeais à ce gaspillage alimentaire, à ces produits qui arrivent en fin de date de consommation. Est-ce que là, tous ces produits-là vont à des banques alimentaires, Dominique Schelcher ? Mais bien sûr, vous savez, tout ce dispositif pour lutter contre le gaspillage s'est fortement renforcé ces dernières années. On est tous maintenant, on a tous compris qu'il faut éviter ce gaspillage qui n'a plus de sens dans notre société de consommation. Et donc, la première étape de ce qu'on fait, c'est ces produits qui arrivent à date, on en casse le prix pour nos propres clients. Ça, ce sont des choses qu'on voit dans tous les magasins qui ont beaucoup de succès. Et après, pour éviter vraiment de jeter, parce qu'on veut tout faire pour éviter de jeter, on donne. On donne aux différentes associations. Et ça, chez Système U, vous savez, on est une coopérative de commerçants indépendants. Ça se fait en proximité dans les territoires avec les associations locales. Ça veut dire que les grands magasins, les hypermarchés, les supermarchés ne jettent pratiquement plus rien? On jette aujourd'hui peu de choses et ce qui reste est par souvent méthanisation, par exemple, soit chez des agriculteurs, soit chez des entreprises spécialisées pour faire de l'énergie. Donc vraiment, on essaye sur l'ensemble de la chaîne d'optimiser et de jeter le moins possible et en réalité, on jette quasiment plus rien. Alors donc ça, c'est pour les plus démunis, ceux qui ont recours aux banques alimentaires. Dominique Schelcher, pour l'ensemble des Français aujourd'hui, le phénomène massif, c'est la hausse du prix donc des produits alimentaires avec, là aussi de manière mécanique, une baisse de la consommation. Est-ce que vous l'observez? Le caddie moyen, il est aux environs de 110 €. Est-ce que ce caddie, il contient moins de choses qu'un an auparavant? Absolument. Ce caddie est en transformation absolument profonde. Si on en faisait la photo aujourd'hui par rapport à il y a un an et demi, le contenu du caddie n'est plus le même. Il y a beaucoup moins de choses non essentielles. Il n'y en a quasiment plus. Le bazar, le textile. C'était la première étape. L'étape suivante, ça a été les produits frais traditionnels qui sont chers dans le panier. La boucherie, la charcuterie, les fruits et légumes même. Ça, c'est même inquiétant puisque manger moins de fruits et légumes, c'est à terme pas bon pour la santé. L'étape suivante aura été, on passe des grandes marques aux marques distributeurs parce que c'est moins cher, c'est un bon rapport qualité-prix. Et là, ces derniers temps, on a basculé pour un certain nombre de Français dans la restriction. Et moi, aujourd'hui, précédemment, quand j'ai pu venir vous voir, j'ai pu parler de la France coupée en deux. Pour moi, aujourd'hui, la France est coupée en trois. Vous avez coupée en deux, c'était quoi? 50% de Français pour qui ça n'était pas toujours facile et 50% de Français à l'aise. Aujourd'hui, c'est réparti en trois. Donc un tiers sont vraiment dans la difficulté à boucler les fins de mois. Ils nous le disent. Et même là-dedans, on a des gens qui sautent des repas. Par exemple, l'Obsoco, qu'on va voir tout à l'heure, je crois, le dit. Un deuxième tiers, c'est
sont peut-être plus les classes moyennes qui, avec cette crise, sont touchées pour cette fois et qui ont changé de comportement. Je mets là-dedans notamment les retraités qui avant étaient à l'aise et qui ont changé de comportement. Et je dirais qu'on n'a plus qu'un petit tiers de gens qui ont les revenus qui vont bien et qui leur permettent de continuer à consommer comme si de rien n'était. Mais je dirais même cette population se réduit. Alors, le premier changement, c'est moins de viande, Dominique Schelcher, même si le mouvement était en cours pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, absolument. Oui, il y a plusieurs éléments qui se mêlent, vous avez raison. On a le sujet de... Il faut que je fasse attention à mon pouvoir d'achat, mais de plus en plus aussi, pour une partie de la population, il faut que je fasse attention à la planète. Et donc, évidemment, on sait que la production de viande est très impactante en termes de carbone. Et donc, il y a effectivement des gens qui ont aussi changé de comportement pour cette raison-là. Et donc, d'ailleurs, les deux sujets se mêlent, mais celui du pouvoir d'achat l'emporte actuellement. Et alors, en dehors de la viande, qu'est-ce que vous observez? Vous nous avez dit donc moins d'achats accessoires, mais sur le panier alimentaire... Mais si vous voulez, quand vous avez dans votre foyer 150 €, admettons pour 15 jours, pour faire vos courses, et que votre revenu n'a pas forcément beaucoup augmenté, il a peut-être augmenté un peu, mais pas beaucoup, vous maintenez votre dépense de 150 €. Or, avec une inflation de 21% sur 2 ans, il y a forcément moins d'articles dans le caddie. Donc, c'est en cela que je dis que le contenu du caddie a profondément changé, et je pense que c'est durable, en fait. Pourquoi ? Parce que cette inflation dont on parle ce matin, elle est en train de ralentir, mais pour autant, on ne va pas revenir au prix d'avant la crise. On ne va pas revenir au prix d'avant. Alexandre Bompard, qui dirige Carrefour, a parlé de déconsommation. Vous qui dirigez Système U, Dominique Schelcher, est-ce que vous reprendriez ce terme ? La chance que nous avons chez Système U, c'est que nous avons un groupe résilient qui résiste actuellement sur le marché. Notre activité est plutôt bonne. Mais nous avons nous aussi les premiers signes d'une baisse de volume sur certaines catégories de produits qui sont la preuve d'un début de déconsommation. Et ça, c'est quand même un signe important. Particulièrement, donc, je vous l'ai dit, les produits frais traditionnels, mais les produits les plus chers. Par exemple, on achète moins de champagne, de produits effervescents. On achète moins les grandes marques, c'est elles qui souffrent. Le chiffre très précis, c'est moins au global marché, moins 7% de volume pour les grandes marques et plus 5% pour les marques de distributeurs. Donc voilà le type de produits qui souffrent. Les produits d'hygiène aussi, vous me demandez des catégories. Il y a un certain nombre de consommateurs qui font l'impasse sur un bon dentifrice, font l'impasse sur l'assouplissant. On va utiliser de la lessive mais sans assouplissant. Voilà, sont des catégories en souffrance actuellement. Le bio souffre-t-il dans vos hypermarchés Système U, Dominique Schelcher ? Absolument, le bio également, mais le bio c'est sensiblement plus cher que le conventionnel, bien évidemment, et donc étant plus cher, c'est un des premiers produits aussi, vous avez raison, qui a été arbitré. Beaucoup plus cher même, j'ai pu lire par exemple que le bio était aujourd'hui 50% plus cher que les circuits traditionnel, est-ce que c'est un chiffre que vous reprendriez ? Je ne reprends pas un chiffre de 50%. Qu'ils soient entre 20 et 30% plus chers, oui. En raison des coûts de production, du cahier des charges différents, oui. Mais 50%, non. En tout cas, pas chez Système U. Alors, ça veut dire que dès lors, il est passé sous la barre des 5% dans le panier du consommateur. Il y a moins donc de 5% d'achats qui sont réalisés dans le secteur bio. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que l'on constate, on le constate complètement. Et d'ailleurs, ça conduit à une difficulté qui est d'aider les producteurs de produits biologiques à résister dans cette période. Et il faut le savoir, actuellement, il y a un certain nombre de laits qui est produit de manière biologique, qui rebascule en conventionnel parce qu'il n'y a plus les écoulements nécessaires. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider, de soutenir un certain nombre de ces producteurs pour qu'ils tiennent. C'est de continuer à garantir des volumes d'achat, de faire plus de promotion sur ces produits, vous voyez, pour qu'il y ait de la visibilité, que les gens en achètent, par exemple. Mais alors ça, le lait, c'est un bon exemple, puisque 1 litre de lait, ça vaut, aux environs d'€1 en hypermarché. Ce litre de lait que j'achète 1€, vous le payez combien ? Combien touche l'agriculteur, Dominique Schelcher ?
Le lait est un bon exemple de ce qui s'est passé ces dernières années. Sur le lait, c'est vraiment pas le produit où on a le plus de marge. Donc l'essentiel du prix du lait va au producteur. C'est un produit, je dirais, L'essentiel, c'est-à-dire j'ai pas le découpage exact parce qu'il y a un transformateur derrière, mais on va dire... Il y a parfois une marque aussi, d'ailleurs. C'est facilement 50-60 centimes. Derrière, il y a comment dire, oui, il y a la transformation, il y a l'emballage, il y a le transport, voilà, donc tout ça se répartit entre les différents acteurs. Mais le producteur de lait est mieux rémunéré qu'il y a quelques années en arrière. Et oui, parce que évidemment, l'autre risque, l'autre danger, ce serait que ce soit les agriculteurs qui absorbent cette hausse des prix pour que celle-ci demeure modérée pour le consommateur. Eh bien, ils devraient rogner sur leur marge ou sur leur reste à C'est absolument tout le danger de la période, et c'est pour ça, et Système U a toujours soutenu ce dispositif, qu'il y a aujourd'hui les lois Egalim 1, 2, 3, qui sont là pour protéger le revenu des agriculteurs et qui font, notamment de manière très précise et très claire, que nous n'avons plus le droit de négocier la part de matières premières agricoles dans les fameuses négociations commerciales. Cette part-là est protégée. Et ça a permis aux revenus des agriculteurs de progresser ces dernières années. Incontestablement, les chiffres sont là. Moi, je les vois régulièrement. Ça va mieux, passe à 100% dans toutes les filières, mais le revenu a progressé. Ça, c'est vraiment une victoire de ces lois-là. Mais comment savoir quelle est la part de revenus agricoles lorsqu'on achète une boîte de biscuits, lorsqu'on est distributeur, par exemple, vous savez, part du blé? Donc ça, c'est tout l'objet des fameuses discussions qu'on a. Et là, c'est l'industriel, le producteur, qui utilise du blé, qui utilise du sucre, qui vient avec ces éléments-là, qui nous montre ces éléments. Et tout ça est certifié même par un tiers externe pour dire, voilà, il y a tant et tant de blé, tant et tant. Et donc, on se base sur ces éléments de discussion et sur ces éléments de certification. On va continuer d'évoquer les évolutions de la consommation en hypermarché du fait donc de l'inflation en particulier des prix alimentaires. Dominique Schelcher, vous êtes président de Système U et vous serez rejoint dans une vingtaine de minutes par l'économiste Philippe Moati. 7h55 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, la question alimentaire, elle est bien entendu au cœur de cette rentrée, puisque de nombreux Français découvrent une augmentation continuelle des prix de l'alimentation, 11% sur un an, 20% environ sur 2 ans. On en parle avec Dominique Schelcher, président de Système U, et nous accueillons l'économiste Philippe Moati. Bonjour. Bonjour. Philippe Moati, avec Dominique Schelcher, il y a eu une présentation de 3 types de Français, disiez-vous, Dominique Schelcher. Il y a environ un tiers de Français qui demeurent à l'aise malgré la hausse des prix, un tiers de Français, donc la classe moyenne, qui elle souffre de plus en plus, et puis un tiers de Français qui, eux, ont des fins de mois difficiles avec une fin de mois qui est de plus en plus proche du début du mois. Dans vos études, Philippe Moati, comment définir ces Français les plus pauvres ? Alors, ces Français qui parfois sortent du circuit des grands distributeurs pour aller vers les restos du cœur, puisque on l'évoque, que disent vos études à cet égard ? D'abord, je voudrais souligner un paradoxe. Si on en croit l'INSEE, l'année dernière, en 2022, le pouvoir d'achat des ménages n'aurait baissé que de 0,4%. Et probablement que l'année va se terminer très proche du zéro. Un petit peu en dessous du zéro, mais très proche du zéro. C'est-à-dire que même si on cumule les 2 ans, 2022-2023, on sera très loin d'avoir perdu les 2,1% de croissance du pouvoir d'achat qu'on avait en 2021. Donc il y a une sorte de paradoxe, si vous voulez, entre ce qu'on vient d'entendre sur la pauvreté et la réalité les données macroéconomiques qui nous sont fournies par l'INSEE, que je ne remets pas en cause. Ça veut dire parce que de manière empirique, c'est pas du tout ce qu'on constate quand on fait ses courses. Oui, vous avez raison, mais à côté de ça, il y a eu des mesures gouvernementales qui ont quand même soutenu le pouvoir d'achat des ménages. Il y a eu un bouclier sur l'énergie, enfin, je ne vais pas égrener toutes les mesures, mais effectivement, globalement, on a limité le choc. Justement, le bouclier, il permettait de maintenir, mais pas d'augmenter le pouvoir d'achat. Ah non, pas augmenter, mais de limiter les dégâts. Et à côté de ça, alors, effectivement, on voit ça dans nos enquêtes. Alors, je tiens à préciser que dans les enquêtes que nous faisons à l'Obsoco, mais c'est vrai de n'importe quel institut, les très pauvres, on ne les a pas. Ils ne répondent pas aux enquêtes. Bon. En tout cas, ce qu'on a observé... Mais justement, on se demande si les très pauvres constituent la totalité aujourd'hui des personnes qui vont au Resto du Cœur.
Probablement, pas la totalité, mais la majorité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de pauvreté qui arrive. On parle par exemple des étudiants au Resto du Cœur, on parle d'une partie de la population qui a basculé dans ce système d'approvisionnement. Ce que je peux vous dire, c'est que dans nos enquêtes au long cours, nous posons des questions sur le sentiment de restriction, par exemple. La dernière mesure, c'était juste au début de l'été. 29%, on n'est pas loin du tiers, 29% des Français nous disent devoir s'imposer des restrictions sur des postes de dépenses nécessaires ou essentiel. 30% des Français. C'est quasiment le double de ce qu'on avait en 2021. Donc là, on a un indicateur qui est frappant. Ensuite, on demande aux gens d'exprimer le degré de restriction qu'ils s'imposent pour des raisons financières sur leur alimentation. On est vraiment sur le cœur du sujet, là. Eh bien, on a 12% des Français qui nous disent s'imposer de très fortes restrictions. Et quand on leur demande d'ailleurs comment ils gèrent ces restrictions, alors toute une panoplie, disons, de mesures pour faire face à ce choc, mais on a quand même 14% des Français qui disent qu'ils ne mangent pas toujours à leur faim. Et encore une fois, c'est ceux qui répondent à nos enquêtes. Donc il y a quand même un paradoxe, si vous voulez, entre un choc macroéconomique qui a l'air d'être modeste et une partie de la population qui décroche. Alors quand on regarde le profil de ces gens, pas de surprise, c'est en bas de l'échelle des revenus, c'est des familles monoparentales, ce sont des chômeurs, enfin il n'y a pas de mystère sur le profil de ces personnes-là. Et quand on regarde en dynamique, pas seulement en dynamique, on se rend compte que c'est les membres de la classe moyenne inférieure qui ont subi la marche arrière la plus violente. Voilà. Et alors là, ça ne fait pas forcément tomber dans la pauvreté, mais c'est extrêmement mal vécu parce que c'est vécu comme un déclassement et une inversion du sens de l'histoire qui nous promettait du progrès et de l'amélioration continue. Et là, on a l'impression d'être happé vers le bas, quoi. Comment ça se traduit dans vos magasins, Dominique Schelcher ? J'entends le paradoxe décrit par Philippe Moiti et vraiment c'est tout le sujet du moment. Moi ce que j'observe en fait, si vous additionnez la part du budget consacré à l'alimentaire, on va dire tout compris aux alentours de 16%, plus la part consacrée à l'énergie dans un foyer, vous arrivez aujourd'hui à 25%. Et en fait, même si effectivement il y a une défense du pouvoir d'achat et si le pouvoir d'achat n'a pas tant évolué à la baisse que ça, si vous voulez, c'est les contraintes qui pèsent sur vous, qui vous obligent à changer votre comportement et c'est ce choc-là qui affecte les gens. Vous voyez, je veux dire, vous êtes contraint par l'augmentation de vos dépenses contraintes justement de changer votre comportement et plutôt de le changer à la baisse. C'est-à-dire vous aviez l'habitude c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'acheter une marque, une grande marque, vous achetez aujourd'hui le produit de marque distributeur, c'est un sentiment de je recule quoi. Et en fait, voilà. Moi, je pense que la part de dépenses contraintes, c'est ce qui fait aujourd'hui le logement, le carburant. Alors ça, je voulais vous dire, moi, ce que j'observe là en cette rentrée, moi, j'ai une alerte majeure sur le carburant. On frôle de nouveau les 2 €, voire c'est dépassé. Et ça redevient, notamment dans les territoires ruraux que je connais bien, puisque c'est là que sont nos magasins, un vrai sujet en cette rentrée. Donc, c'est toutes ces contraintes-là qui pèsent et qui font qu'il y a une espèce de choc de pouvoir d'achat, même si dans les faits, et les économistes le disent, il ne s'est pas tant effondré que ça. Mais ça veut dire que, par exemple, ce panier moyen, Philippe Moiti, alors il est aujourd'hui estimé à 110 €. 110 €, on aimerait savoir d'ailleurs à quoi ça correspond. Un panier moyen, pourquoi ? Une semaine ? Pour combien de personnes ? Bref, c'est effectivement un chiffre qui mériterait d'être précisé. Ça veut dire qu'il y a eu des déplacements de consommation, moins de viande, disait Dominique Schelcher, moins de produits de marque. Qu'est-ce que vous observez comme autre modification, comme autre évolution de la consommation ? Si on reste dans le domaine de l'alimentaire, le phénomène le plus spectaculaire, c'est la baisse des volumes. Je pense que Dominique Schelcher en a parlé. C'est-à-dire qu'en gros, on met moins de produits dans le caddie, quoi. Et de mémoire d'économiste de la consommation, on n'a jamais vu ça avec une telle intensité et sur une telle durée. Et ça corrobore un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette proportion de gens qui en fait, font des arbitrages sur le poste alimentaire et au point, quelquefois, de ne pas manger tout à fait à leur faim. Je rajoute un point qui contribue à la frustration et à la colère, c'est que on avait observé au cours des dernières années une aspiration à consommer des produits de qualité. C'est-à-dire que le lien entre la qualité de l'alimentation et la santé est clairement établi et ce souci de manger sain traverse toutes les couches de la population.
Aujourd'hui, quand on pose la question aux Français dans nos enquêtes, est-ce que vous privilégiez le prix ou la qualité? On a vu l'item du prix flamber mois après mois, donc on renonce à la qualité alors qu'on aspire toujours à la qualité. Donc vous imaginez comment on peut vivre ça. Un peu malgré soi, être obligé de mettre dans le caddie des produits qu'on considère comme étant moins bons alors qu'on est soucieux de bien nourrir sa famille. Donc tout ça contribue à une sorte de malaise qui va être exacerbé, je suis bien d'accord avec vous, à la rentrée avec la montée du prix du carburant parce que c'est des postes de dépenses contraintes qui pèsent particulièrement lourd sur le budget des plus modestes. Dominique Schelcher. Je partage tout à fait cette analyse et elle nous conduit au point suivant. Ces dernières années en France, on a défendu beaucoup la production agricole et à juste titre parce que son revenu était un moment indécent et il fallait revaloriser le revenu des agriculteurs. On a beaucoup défendu la production industrielle et donc l'alimentation aujourd'hui a un certain prix qui est le résultat du modèle français, on va dire, de production agroalimentaire. Or, on se rend compte, avec cette crise de l'inflation, que ce modèle-là n'est pas à la portée de tous les Français. Et ça, c'est un sujet majeur. Et donc, cette qualité française produite dans nos champs, etc., tous les Français ne peuvent pas se le payer. Et là, on va devoir résoudre cette question-là. Et il y a par exemple un risque dans notre métier. Alors chez Système U, on se bat contre et on fait tout contre ça. Mais c'est le risque des importations étrangères, d'une alimentation moins, stricte sur son cahier des charges, etc. Et ça a déjà commencé, je vous le dis. Moi, j'observe sur le terrain, ça a déjà commencé. Par exemple ? De la volaille, de la volaille qui vient de l'autre bout du monde ou de l'autre bout de l'Europe avec des cahiers des charges complètement différents. Ce qui est relativement fréquent pour la volaille, puisque là aussi, c'est assez paradoxal que le secteur de la volaille en France soit en crise depuis si longtemps. Oui, mais là, je dirais, les vannes, on va dire, s'ouvrent de manière très forte. Alors que nous, par exemple, ça fait des années sur notre volaille à nous, par exemple à la marque U, qu'on se bat sur une alimentation d'origine française, de la protéine française et non pas de la protéine importée d'Amérique du Sud, OGM, etc. Voilà, donc on va se retrouver au cœur aussi de débats de fond sur le prix de l'alimentation française, qui peut se l'offrir, qui peut ne pas se l'offrir, et c'est quand même dramatique de se poser cette question-là. Philippe Moati. Non, mais j'abonde. Moi, j'ai le point de vue des chiffres, vous avez le point de vue du magasin, et on converge là-dessus. On a un véritable problème qui va s'arranger, soyons clairs. Mais parce que c'est quand même très étonnant. Vous qui observez, Philippe Moati, les tendances de consommation, il y a eu la crise du Covid, même si elle n'est pas si ancienne, elle paraît aujourd'hui largement derrière nous. Durant cette crise du Covid, on a dit que nos comportements allaient changer, que dans le monde d'après, on allait s'approvisionner local, qu'il y aurait essentiellement du bio dans nos assiettes. Bref, on était très certains de ce discours, et puis c'est pas du tout ce à quoi on assiste. Oui, avant même le retour de l'inflation. D'ailleurs, on revenait quasiment à l'état d'avant. Et c'est pire que ça. Dans les enquêtes où on essaie de mesurer l'implication des Français dans la consommation dite responsable, on voit qu'il y a un recul. Tous les critères de responsabilité reculent par rapport aux critères du prix. Et même la sensibilité environnementale des Français, qui reste très élevée, s'érode. Le sujet aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Alors, il faudrait d'ailleurs distinguer deux catégories. On a une partie de la population qui vit de vraies difficultés et qui pose des questions de politique publique. Il faudrait peut-être qu'on en reparle. Et vous avez le tout venant qui perd un peu de pouvoir d'achat, mais quand on est tout en haut de l'escalier, si vous voulez descendre d'une ou deux marches, c'est tout à fait supportable. On a appris récemment qu'on a toujours à peu près 150 milliards d'épargne supplémentaire sur les comptes des Français par rapport à la situation d'avant-crise sanitaire. Ça veut dire qu'en gros, le pactole qu'on a emmagasiné pendant la crise sanitaire n'a pas encore été dépensé. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la population, le tiers d'en haut, qui est bien. Voilà. Mais si vous voulez, et tous aujourd'hui, on le voit dans nos enquêtes, réclament du pouvoir d'achat. Ce qui nous met aussi face à la question de la consommation dans la société contemporaine. Dominique Schelcher. La semaine dernière, nous étions reçus par nos deux ministres, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Et ça a été l'occasion de nous retrouver tous distributeurs en cette rentrée face à nos ministres. Et donc, on a aussi un peu échangé de cette situation. J'étais frappé par la convergence des constats que nous faisons tous dans nos enseignes, qui sont différentes, avec parfois des populations un peu différentes, mais où je vous l'assure, pour les plus fragiles, la fin du mois, vous le disiez tout à l'heure, n'est plus le 20 ou le 25, c'est dès le 10. Et donc, la grande question pour moi, c'est combien de temps ça va pouvoir tenir en fait. Jean Lémarie.
Qui a les clés? Vous évoquez, Dominique Schelcher, ces rendez-vous à répétition à Bercy qui réunissent ensemble ou les uns après les autres les distributeurs, leurs fournisseurs, c'est-à-dire les grands industriels aussi de l'agroalimentaire, comme un rituel finalement qui revient. Et l'inflation est toujours là, les prix continuent à augmenter même si l'inflation ralentit. Est-ce que les pouvoirs publics sont impuissants? Moi, je vais vous dire, je vais prendre du recul par rapport à ça parce que je me place à la place de l'auditeur qui se dit mais c'est quoi ce cirque de ces réunions, de ces gens qui se renvoient la balle, etc. Moi, je vais vous dire, notre système de négociation et de fonctionnement dans la distribution est au bout. On est à la fin d'un système. Il faut qu'on réinvente un nouveau logiciel de relations, de discussions, de partenariat face à un système aujourd'hui qui ne fonctionne plus, face à un monde de rareté. Ça veut dire quoi qui fonctionne plus? Mais on est dans l'impasse. On est dans l'impasse. Ça fait 6 mois qu'on essaie de se remettre autour de la table. Aujourd'hui, je vous le rappelle, les négociations commerciales, c'est par la loi entre le 1er décembre et le 28 février. Et après, vous appliquez obligatoirement toute l'année le prix que vous avez négocié pendant cette période. Moi, ma proposition depuis des mois, c'est d'arrêter de changer le code du commerce et de nous permettre de discuter tout au long de l'année, tenant compte des variations de cours, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Voilà, c'est ça l'illustration concrète. Jean Lémarie. Là, le gouvernement va vous permettre de négocier, de renégocier de manière anticipée avec vos fournisseurs, donc de tenir compte de la baisse des cours lorsqu'elle est importante. Et pour certaines matières, elle est importante. Absolument. Est-ce que vous dites, comme le disent les politiques, comme le dit le ministre de l'économie, très vite, les Français vont pouvoir se dire dans les rayons, les prix ne flambent plus? Ou est-ce une parole politique déconnectée? Non, là, déjà, l'inflation a ralenti, mais elle est toujours de 11%, le chiffre a été cité. On nous a promis 5000 produits à prix bloqué ou à prix diminué. Ça, c'est la compilation de l'ensemble des efforts de l'ensemble des distributeurs. Et ça, c'est en cours. Chez nous, c'est mis en place cette semaine. Donc, il y aura... Alors ça doit être c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est tangible et ils le verront. Et plus que jamais, le message, c'est de comparer les étiquettes. Après, le but de ces renégociations, c'est que ça puisse changer dès le mois de janvier, baisser dès le mois de janvier. Donc, on va gagner 2 mois si tout s'enchaîne correctement. Mais il aura fallu quoi pour le faire? Une loi. C'est quand même incroyable. On a compté sur la bonne volonté des acteurs pour se remettre autour de la table. Le ministre de l'économie est obligé de sortir une loi. Philippe Moati. Oui, on est sur un système qui est adapté à un régime d'inflation lente et continue, quoi. Effectivement, ça fait jouer à l'accordéon, si vous voulez. C'est-à-dire que quand les cours ont commencé à monter, eh bien, ça a comprimé les marges industriels parce qu'ils ont dû continuer à vendre à des prix qui étaient fondés sur des coûts qui étaient plus bas. Et aujourd'hui, on vit le processus inverse, c'est-à-dire que on est sur des prix élevés parce qu'ils ont été négociés au moment où les industriels ont fait valoir que leur coût de production avait augmenté. Mais bon, c'est en train de s'arranger. Soyons clairs, l'engagement sur les 5000 produits, ça va pas coûter bien cher puisque on raisonne toujours en glissement annuel. Quand vous dites 11%, c'est par rapport à l'année dernière. Mais si on regarde d'un mois sur l'autre, on est presque à l'arrêt maintenant. On est presque à l'arrêt. Donc on ne prend pas un grand risque en disant qu'on va mettre 5000 produits à zéro. La vraie question, c'est de savoir quand la décrue va vraiment s'amorcer. Et effectivement, l'avancement de la période de négociation laisse entendre qu'en début d'année, on va avoir une déflation dans l'alimentaire. Et globalement, les économistes s'accordent à penser que l'inflation globale sur l'ensemble du panier de la consommation devrait revenir à son niveau d'avant-crise, autour de 2%, dans le courant 2025. Donc si aucune catastrophe n'intervient d'ici là, on devrait sortir de ce tunnel. Ça ne veut pas dire qu'on reviendra sur les prix d'avant, La décrue, vous y croyez, Dominique Schelcher? Parce qu'on n'a pas parlé aussi de tous les industriels qui trichent sur les produits, c'est-à-dire en fait qui augmentent les prix en diminuant la quantité vendue, moins de biscuits. Évidemment, ça permet de les proposer à un prix constant. Écoutez, moi, le président de la République lui-même hier soir, dans son interview à Hugo Décrypte, a dit « J'admets qu'il y a dans l'industrie agroalimentaire un certain nombre de surprofits ». Donc le but à court terme, c'est d'aider les Français avec un peu d'aide de ces gens-là, et c'est ce pourquoi on se bat depuis un certain temps. Donc à ce titre-là, oui, je crois qu'un certain nombre de prix peuvent baisser, mais je vous redis que les prix au global ne reviendront pas au niveau d'avant la crise, car je rajoute une dimension qui fait aussi, c'est ce que je disais, on change de système, on rentre dans un monde de rareté. Tout le monde a vu qu'à un moment, on a manqué d'huile. On a manqué ensuite de graines de moutarde. Là, dans les prochains temps, je l'ai déjà dit, on va manquer de jus d'orange. Avec toutes les aléas climatiques en Amérique, il n'y a plus d'orange sur le marché. Et donc, je vous le dis, l'autre jour, un de mes grands fournisseurs m'a appelé un vendredi soir en me disant « Dominique,
Moi, j'ai plus assez de marchandises pour tout le monde. Je vais devoir choisir les distributeurs que je vais livrer. Mettons-nous d'accord sur une relation différente pour que je vous assure des quantités. Voilà le monde dans lequel on rentre. On va boire du jus de pomme. Philippe Moati. Exactement, c'est pas délocalisable en fait. Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que je pense qu'on va sortir de cet épisode conjoncturel. Ça ne veut pas dire que les prix reviendront au niveau initial, ne serait-ce que parce qu'on est rentré un peu dans la boucle salaire-prix. Hein. Et puis, au-delà de cet épisode inflationniste, effectivement, nous entrons dans un monde qui va être marqué par la transition écologique et ça va avoir un coût qui va peser sur le pouvoir d'achat des ménages durablement. Mais dites-moi, Dominique Schelcher, votre secteur, la grande distribution, va aussi connaître beaucoup de turbulences parce que l'un des feuilletons de cet été, c'était Casino. Casino est repris, c'est désormais quasi officiel par Daniel Kretinsky. Casino, c'est pas seulement l'enseigne Casino, d'ailleurs, il y a d'autres enseignes en France qui appartiennent au groupe. Donc on les connaît bien. Et ça veut dire que le paysage va se redessiner. Le paysage est en train de se redessiner. Pourquoi ? Parce qu'on est, encore une fois, à la fin d'un système et dans ce type de transformation, les plus fragiles tombent. Et Casino, malheureusement, dans le paysage, faisait partie des plus fragiles économiquement. Et donc voilà, il ne résiste pas à cette période. Et donc, il va être... Plus fragiles, ceux qui avaient le moins investi. Avaient le moins investi, avaient peut-être, moi je dis tout simplement, fait le moins de commerce. Aujourd'hui, faut le savoir, toutes les études le disent. Casino, Monoprix, ce sont les enseignes parmi les plus chères sur le marché. Dans une période d'inflation, c'est intenable qu'il y ait 20% d'écart entre, ou 30% entre le moins cher et le plus cher. C'est pas possible. Et donc, ils n'ont pas résisté. Il faut un nouveau souffle, de nouveaux investissements pour relancer la machine. Mais est-ce que ça veut dire aussi que cette période, elle va profiter? Alors, Daniel Kretinsky, on ne connaît pas encore sa stratégie sur les magasins dont il est question, mais on sait que cela profite aux hard discounters. Il y a eu une entrée d'hard discounters en France. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de cette concurrence-là, alors même qu'on annonce depuis quelques années désormais la crise de l'hypermarché? Le hard discount n'est pas forcément celui qui, pendant cette crise, profite le plus de la crise. Exactement. Ils sont en panne de part de marché. Pour une raison simple, c'est que vous n'avez pas de choix dans un hard discounter. Chez nous, quand vous venez, si un produit a augmenté, vous pouvez vous reporter dans la même catégorie sur un autre produit, une marque, un produit distributeur ou un produit premier prix. Chez le hard discounter, vous êtes enfermé dans un choix. Et ça ne convient plus à un certain nombre de clients. Alors, c'est probablement passager, mais ça fait qu'ils n'ont pas forcément tiré leur épingle du jeu. Donc oui, les cartes sont en train de se repositionner. Parmi ceux qui résistent le mieux, il y a les indépendants, les commerçants indépendants, les coopératives, comme Leclerc, Intermarché, Système U. Pourquoi ? Parce qu'on a un patron indépendant à la tête du magasin qui continue à investir, à se moderniser et à proposer une offre la plus adaptée du moment. Philippe Moati. Oui, effectivement, il y a des choses étonnantes qui se déroulent durant cette période. On avait l'habitude, lorsqu'on rentrait dans des périodes de tension sur le pouvoir d'achat des ménages, de voir le hard discount progresser. Là, ça va bien pour lui, hein, mais il ne prend pas de part de marché. C'est assez étonnant et effectivement, c'est plutôt les discounters traditionnels et Leclerc en tête qui prend des parts de marché parce qu'il offre le choix avec des prix très compétitifs. Le deuxième phénomène étonnant et qui illustre bien la théorie des trois tiers en quelque sorte, le commerce de proximité de la grande distribution, c'est-à-dire les enseignes de supérette, c'est le format qui enregistre la meilleure performance. Alors que traditionnellement, dans ces périodes, comme ils sont plus chers, ils perdent des parts de marché. Et bien là, non, étonnamment. C'est-à-dire que l'engouement pour la proximité continue. Alors, est-ce que c'est le tiers du haut qui a toujours les moyens d'acheter dans ces surfaces, ou est-ce que c'est une stratégie d'acheter au compte-gouttes? On achète au jour le jour pour mieux maîtriser son budget. C'est peut-être un peu des deux, mais c'est encore un élément nouveau que cette crise nous a apporté. Mais ça aussi, Dominique Schelcher, ça fait partie des critiques qui sont adressées depuis quelques mois, quelques années même, à l'hypermarché. Trop de choix, on s'y perd, on achète n'importe quoi. Alors, il y a eu un léger rebond pour l'hypermarché au début de la crise d'inflation où les gens se sont dit « Oh là là, c'est dans l'hyper qu'il y a les meilleures offres, etc. » Mais le soufflet, je vais dire, est vite retombé. Et effectivement, je confirme, les circuits de proximité ont un grand succès parce qu'on n'a pas besoin de faire de kilomètres en voiture qui coûte cher pour aller faire des courses. Les gens ont compris qu'il y avait des offres promotionnelles dans ces magasins-là aussi. Et absolument, je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais dans la transformation des comportements de consommation, les gens viennent plus souvent pour des paniers plus petits,
pour profiter des promotions au fil de l'eau, pour acheter les produits frais juste ce qu'il faut pour ne pas les gaspiller, parce que je rappelle qu'une des grandes sources de gaspillage en France, c'est dans le frigo du consommateur, et les gens n'ont plus les moyens de gaspiller, donc ils viennent plus souvent, plus régulièrement, sur des petites quantités, et là, le magasin de proximité s'y prête parfaitement. Merci Dominique Schelcher, je rappelle que vous êtes président de Système U, et merci à vous Philippe Moati, vous qui êtes économiste. 8h44 sur France Culture.